Bon, bah, je pense qu'on est prêt, Didier. Est-ce que vous êtes confortablement installé? On peut démarrer? Je suis parfaitement installé. Eh ben, c'est parti. On y va. Bonjour Didier. Bienvenue dans ces Astro-Rencontres. Je suis ravie que vous en soyez le nouvel invité. Eh bien, écoutez, Domiti, bonjour et bonjour à tous les Dafiens et toutes les Dafiennes qui pourront écouter. Bonjour à tous. Votre nom, Didier, est connu de tous les astrologues, débutants ou confirmés, notamment parce que vous êtes la source numéro 1 des données de naissance de personnalité. Oui, mais je n'en ai absolument pas conscience de ce que vous dites. Si vous le dites, ça doit être vrai, mais je n'en ai absolument pas conscience. En tout cas, moi, quand j'ai débuté, que je voyais source Didier Gesselin, mais je me disais, mais qui est ce Didier, ce fameux Didier? Eh bien, ce Didier est quelqu'un de tout simple, comme les natifs de la Vierge en général. D'ailleurs, je suis prêt à me déshabiller, en quelque sorte, à travers mon thème, si vous me posez la question. Oui, je vais vous poser cette question, tout à fait. Je fais juste une précision parce que, alors une fois n'est pas coutume, on ne vous verra pas en vidéo parce que vous n'aimez pas ça du tout. Mais en contrepartie, vous m'avez envoyé des tas de photos, donc que je passerai régulièrement au fil de notre conversation. Et donc, allons-y sur la première question, Didier, que vous connaissez. Est-ce que vous voulez bien vous présenter à travers votre thème natal? Oui, alors d'abord, je vais me présenter d'après mon acte de naissance. Je suis né le 14 septembre 1940, donc au siècle dernier, ça ne nous rajeunit pas. Et je suis né à 12h30. L'heure, j'en suis pratiquement sûr, parce que mon grand-père, qui était maire de la ville où je suis né, Nogent-le-Rotrou, charmante ville du Perche, petite ville du Perche, m'a toujours dit que j'étais né quelques minutes avant les informations qu'il écoutait très régulièrement de 12h30. Donc je pense que c'est peut-être 23, 24, 25, mais c'est à 3 ou 4 minutes près, l'heure est bonne. Alors, ça donne que je suis évidemment un Virginien, 4 planètes en Vierge, triangulé à 3 planètes en Taureau. Au niveau céleste, il y a beaucoup de terre là-dedans. Mais ce qui me semble très important, c'est de mettre en lumière quelque chose que beaucoup d'astrologues ont peut-être oublié, c'est la notion de complexe d'identification. C'est une notion qui a été formulée en premier par Claire Sant'Agostini et qui a été largement illustrée par Jacques Berton, qui était le directeur de l'École supérieure d'astrologie de Paris, dans laquelle j'ai fait 4 années d'études, et qui veut que ce complexe d'identification existe quand le maître ou les maîtres d'ascendant sont conjoints à d'autres planètes. À ce moment-là, elles abandonnent une partie de leur valeur intrinsèque, symbolique propre, pour prendre les valeurs des planètes conjointes. Alors je dis le maître ou les maîtres parce que précisément, né à Nogent-le-Rotrou le 14 septembre 1940 à 12h30, j'ai un ascendant Scorpion et donc 2 maîtres d'ascendant, Mars et Pluton, et que précisément chacun de ces 2 maîtres d'ascendant est conjoint à un ensemble de planètes. Il y a donc un double complexe d'identification. Intéressant. Le premier complexe d'identification, c'est Mars en Vierge, qui d'ailleurs scorpionise quelque peu la Vierge, surtout avec un ascendant Scorpion. Il y a quand même une scorpionisation de la Vierge. Mais le fait est que ce Mars, maître d'ascendant, abandonne
ou du moins édulcore un petit peu ce côté Mars pour épouser des valeurs Soleil, Mercure, Neptune. Et là, il y a un gros contraste. Parce que, évidemment, Mercure et Soleil, c'est des valeurs, surtout en Vierge, d'hyperconscient, de conscient et d'hyperconscient, de rationalité. Et qu'au contraire, Neptune, c'est une planète, en effet, d'inconscient, de rêve, d'intuition, de valeurs très différentes. Et donc, il y a comme une espèce de dualité tempéramentale qui s'opère. Et compte tenu d'ailleurs que la planète lente qui colore un amas planétaire prend de l'importance, les planètes rapides valorisent les lentes, et au contraire, la lente colore tout l'amas. C'est-à-dire que Mars, Soleil et Mercure sont neptunisés, hein, vous voyez? Oui. Et alors ça, c'est le premier complexe. Alors, je dois ajouter, et ça c'est très drôle, parce que André Barbeau, dont j'ai été un compagnon de route pendant des années, me disait toujours, Didier, il disait beaucoup de choses dithyrambiques sur moi parce qu'il m'aimait beaucoup. Sans doute exagérait-il en partie, mais il me disait toujours, tu peins des fresques à la Michel-Ange avec un pinceau d'aquarelle. C'est-à-dire qu'il pensait que je peignais des grandes choses avec mes récoltes et l'analyse de mes dates de naissance, mais en minutie, par petites touches, par petites brèves. Il me dit, tu te rends pas compte, à l'époque, j'avais écrit 1000 ou 1200 brèves, peut-être. Maintenant, j'en ai écrit 2700. Mais il me disait, c'est des petites brèves de 2-3 pages qui arrivent à faire des milliers de pages. Alors ça, c'est bien le rétrécissement, la miniaturisation de la Vierge, hein, et l'immensité de Neptune qui colore tout l'amas. On retrouve, je crois, totalement ce pôle-là dans la dialectique Vierge-Neptune ou Mercure-Neptune. Voilà. Pour le premier complexe, c'est ça. Pour le deuxième complexe d'identification, c'est évidemment ce Pluton, maître d'ascendant, qui s'identifie à Vénus en Lion et en maison 9. Alors je dois dire que la 9 n'est pas vécue du tout ou peu sur la symbolique des voyages, mais plutôt sur la symbolique culture, élévation spirituelle ou au moins culturelle. Et en tous les cas, ce Pluton qui peut avoir des connotations sombres, voire angoissées, chez moi n'existe pratiquement pas. Il devient totalement vénusien, ami des arts, fuyant tous les conflits. J'ai vraiment une sainte horreur des rapports de force. Et puis surtout, oui, ami et je peux dire un peu connaisseur des arts. Et comment dirais-je, un côté extrêmement sensitif. J'aime la musique, les bruits m'intéressent, les couleurs. Bien sûr, les couleurs, c'est ce. Alors, qui dit couleur dit évidemment peintre, peinture, le toucher des étoffes, hein, le toucher aussi du potier qui modèle l'argile. Tout ça, ça me passionne. Les grands parfumeurs, ce qu'on appelle les nez, les parfums, les senteurs, ça me passionne aussi. On m'a souvent demandé d'écrire un livre d'astrologie, mais vous savez, après les grands maîtres qu'ont pu être Rudyard, Barbeau et Nicolas et bien d'autres, j'ai rien à dire.
tout le monde veut écrire un livre. Moi, je n'ai rien à dire. Si j'en avais un à écrire, ce serait peut-être sur les 5 sens. Le toucher, l'ouïe, l'odorat, enfin, rattaché aux arts. Ça me plairait bien, ça. Ça pourrait être une idée. Et puis alors, enfin, dans mon thème, je crois qu'il y a une chose très, très importante, c'est la triangulation par trigone de 3 planètes en taureau. Saturne étroitement conjoint à Jupiter, angulaire, mais carrément sur le descendant, donc extrêmement valorisé. Et puis un peu plus loin, en fin de taureau, Uranus. De telle sorte que mon Pluton, maître d'ascendant, s'identifie à Vénus Lion en 9, Vénus qui elle-même est maître de 3 planètes lentes, dont 2 très importantes en taureau. Alors vous savez, faut pas chercher à compliquer les choses. Saturne en 7 a la réputation de ne pas favoriser le mariage, de pouvoir produire des célibataires. Je le suis, mais conjoint à Jupiter, c'est le célibat heureux et fier de l'être. Vous voyez, je crois que ça marche très bien. Et puis, Saturne-Jupiter, c'est aussi une marque quand même de stabilité et de maturité. Et je dois dire que s'il y a quelqu'un de stable, et je ne dirais pas de mature, parce que j'aime pas beaucoup de termes, j'aime trop la notion d'enfance pour faire une apologie de la maturité, mais c'est vrai qu'il y a une stabilité, surtout en taureau. Hein. Alors voilà, un petit peu. Et alors la maison 7 est tout de même chargée, et c'est ce que je voudrais dire en dernier, c'est que moi, Didier Gélin, vous me dites que je suis un petit peu connu, moi ça me surprend tout le temps, j'en ai pas l'impression, en tous les cas, parce que je considère que je suis pas grand-chose, mais que par contre, c'est les autres qui sont importants en moi, c'est les autres qui m'ont fait. Hein. Vous savez, j'ai une vie extraordinaire. J'ai commencé par des études de cinéma dans la plus grande école de réalisation qui était l'IDEC, qu'on appelle la FEMIS maintenant. C'est là que j'ai rencontré, dans des circonstances un peu identiques, 2 stars. Charles Aznavour, qui m'a accompagné pendant 40 ans après, et Alain Delon, que j'ai connu pendant quelques années d'une façon assez proche, tout simplement en leur disant que j'étais étudiant, que j'avais pas trop de rond pour Aznavour, pour aller le voir tous les jours à l'Alhambra. À l'époque, c'était l'Alhambra. Et il m'a dit, écoute, rentre par l'entrée des artistes, tu demandes Charles Aznavour, et puis tu viens au spectacle quand tu veux, de telle sorte que j'ai assisté au récital de Charles pendant 3 semaines à l'Alhambra, et que pendant 40 ans, on s'est toujours retrouvé, reconnu tout de suite. Il disait aux gens, ah Didier, c'est mon premier admirateur. C'est que ça fait plaisir. Quant à Delon, j'ai été donc étudiant en cinéma, et je lui ai dit, mon rêve, c'est de rencontrer Visconti, grand maître du cinéma italien. Et justement, Delon créait sur scène au Théâtre de Paris à l'époque une pièce mise en scène par Visconti. Et il m'a tout simplement dit, bah écoute, je t'invite à la Générale et à tous les spectacles. Il jouait à l'époque avec cette pièce avec Romy Schneider, avec Daniel-Émile Forck et puis avec Sylvia Montfort, de telle sorte que je me suis trouvé propulsé dans la galaxie Delon. Et après, je te raconterai peut-être plus ça tout à l'heure, j'ai monté un cabaret et la première personne qui est venue soutenir mon cabaret, c'est Bernard Lavilliers, qui sortait d'un Olympia. Et pourquoi est-il venu soutenir mon cabaret? Tout simplement parce que je l'avais
quelques années avant programmé dans des petites boîtes minables au moment où il n'était pas trop connu. Et il m'a rendu un peu il m'a renvoyé l'ascenseur. Si bien que les autres, en tout temps, c'est les autres qui m'ont fait, hein, c'est pas moi. Euh, j'ai reçu des centaines d'artistes, 137 exactement, dans mon cabaret, mais c'est comme ça, par relation d'amitié. Voilà. Et puis, revenant dans ma ville natale, Alençon, une très belle ville, hein, et bien, je rencontre mon ami d'enfance qui, depuis, est devenu maire et député, de telle sorte que ça fait tache d'huile et que je connais maintenant aussi quelques grandes personnalités du monde politique. Mais ça, c'est les rencontres, c'est les autres qui m'ont fait. C'est ce Jupiter sur la pointe de 7. Hein, voilà, c'est tout simple. J'ai un astre qui est assez conflictuel, c'est la lune angulaire qui compte quand même, mais cette lune, bon, elle est pas maîtresse de planète en Cancer, et puis dans tous les cas, je ressens pas trop la dissonance Uranus-Lune. Au niveau des états d'humeur, si un état d'humeur qui me caractérise, c'est la stabilité, moi. Ok, Voilà. intéressant pour J'ai cette lune. peut-être été un peu long. Tout va bien, Didier. Tout va bien, Didier. Bon. Maintenant, j'aimerais savoir comment la vie vous a amené à l'astrologie. Oh, ça, c'est difficile à exprimer. D'abord, je suis un campagnard, enfin, n'exagérons pas. Je me présente souvent comme campagnard, mais c'est pas tout à fait vrai. Je suis donc né à Nogent-le-Rotrou, qui est une ville moyenne. J'ai vécu toute ma jeunesse à Alençon, qui est une ville un peu plus grande mais moyenne. Mais par contre, j'ai quand même, dans mes loisirs, toujours fréquenté la nature, la campagne, les forêts, à une époque où on regardait le ciel. Maintenant, on ne peut plus voir le ciel. D'abord parce que le ciel est brouillé par une pollution que tout le monde constate. Mais à l'époque, le ciel, on pouvait le voir, on voyait briller les étoiles. Et la proximité que j'avais à Alençon d'aller dans les plaines ou à la lisière des forêts, voir le ciel existait. Et j'ai tout de suite distingué les étoiles qui scintillent des planètes qui ne font que refléter la lumière solaire et qui ne scintillent pas. Et puis surtout, il y a eu un miracle, comme je préparais mon bac, c'était donc en 1956, il y a eu la parution du livre d'André Barbeau, Défense et illustration d'astrologie, qui était paru en 55. Et ce livre, je l'ai dévoré, et ça a développé en moi, c'est le côté un peu poétique, moi, de l'astrologie qui m'a, à l'époque, séduit. Tous ces symboles me fascinaient. Alors j'ai dévoré ce livre et à tel point que dans ma dissertation de philosophie, non, pas de philosophie, littéraire au premier bac, j'ai employé des termes d'astrologie. Après, ma famille ou mes proches m'ont dit, mais t'es complètement fou, c'est kamikaze, c'est casse-cou, tu vas être collé avec le préjugé qu'a l'astrologie. Eh ben, en fin de compte, non. Non, j'ai dû faire une très très bonne dissertation parce que j'étais toute ma scolarité, j'ai eu des zéros en anglais tout le temps. Hein. D'ailleurs, je rendais feuilles blanches, ça m'agaçait. Donc, il fallait que je rattrape les points que je perdais en anglais et quelquefois en maths aussi, avec quelque chose de très brillant en disserte. Alors, ça marchait. Voilà, et c'est grâce au livre d'André Barbeau. Et puis après, en 59, 4 ans après, sont parus 2 livres, le traité pratique d'astrologie, qui est une Bible,
et puis de la psychanalyse à l'astrologie, qui est là aussi une Bible. Alors, toutes ces lectures m'ont amené à monter des thèmes. Je vais te dire que c'est curieux, j'en ris moi-même maintenant, mais mes premiers thèmes, je les montais, je dessinais la roue zodiaque avec une soucoupe et une pointe bic, parce qu'il n'y avait pas de tampon, il n'y avait pas d'informatique, hein. Alors je prenais une soucoupe, je dessinais la roue zodiacale, je divisais en 12 parties égales, et puis voilà, je montais les thèmes comme ça. Et les éphémérides n'étaient pas journalières, c'était des éphémérides calculées tous les 10 jours. Il fallait donc calculer ce qu'on appelait le pas de l'astre. Alors pour la Lune, ça posait quand même des petites complications, hein. Voilà. Voilà un peu, c'était l'époque où on montait des thèmes à la main. Eh oui. Maintenant, c'est quand même très différent, hein. Voilà. Alors voilà comment j'ai commencé. Et puis après, ça a duré. Ah oui, il y a eu aussi une grande expérience. C'est la découverte des Gauquelins, de Michel Gauquelin. Michel Gauquelin n'était pas un astrologue, c'était un statisticien. Et Michel Gauquelin a voulu démontrer l'inauthenticité de l'astrologie au moyen des statistiques. Et contrairement à ce qu'il pensait, les statistiques ont confirmé la valeur de l'astrologie. Et donc j'ai dévoré tous les livres de Gauquelin de l'époque. C'était le premier grand chercheur de dates de données de naissance. Barbeau m'a souvent comparé à Gauquelin. Mais Gauquelin, c'était une industrie. Moi, je suis un petit artisan de rien du tout, hein, qui fait ça avec les moyens du bord. J'ai quand même 25 000 actes d'accumulés, hein. Non, mais C'est vous quand êtes même pas mal. incroyable. C'est quand même pas mal, hein. Ouais. C'est incroyable. Mais je trouve que ça raconte bien votre côté. Comment? Ouais. André Barbeau me disait quelquefois, j'ai emmené une fois la délégation italienne et André visitait le cimetière du Père-Lachaise. C'est peut-être mon ascendant Scorpion, là, Pluton et Vénus, qui m'entraînait au Père-Lachaise. Et un jour, passant devant la tombe de Papus, cet occultiste ésotérique, qu'on appelait le Balzac de l'ésotériste, il m'a regardé, il m'a dit, t'es un peu le Balzac de l'astrologie, toi, avec tes brèves. Il y en a maintenant 2700, ça représente 7000 et quelques pages, hein. C'est pas rien. Ouais. Ouais. Au point de vue volume, mon œuvre est colossale. Au niveau qualité, c'est peut-être autre chose. Mais en volume, il va bientôt falloir un poids lourd pour la déplacer. Ouais. Ouais. Ok. C'est les petits travaux minutieux de la Vierge qui, s'accumulant dans la continuité et dans la constance, fait qu'à la fin, il y a quand même quelque chose, quoi. Oui. Ouais, c'est ça. Oh, puis vous savez, le taureau est travailleur, hein, aussi. Oui. Le taureau est aussi travailleur, hein. 3 planètes en taureau, même s'ils sont des lentes, quand même, hein, ça marque, hein. Voilà. Ok, Didier. Quelle est la réaction la plus surprenante, drôle ou improbable que vous ayez déclenchée chez quelqu'un en lui annonçant que vous pratiquiez l'astrologie? Ouais. J'avais envie de zapper cette question-là. Parce D'accord. que, en fin de compte, j'avais envie. Et puis, en fin de compte, il m'est arrivé une idée qui répond pas tout à fait à ça, mais qui est quand même assez croustillante. Ok. C'est autant j'ai parlé souvent à des artistes d'astrologie et souvent, très spontanément, ils m'ont téléphoné pour des consultations. Les artistes, les écrivains, pas de problème, ils viennent, ils demandent, ils sont
en quête de quelque chose. Mais les politiques que je connais bien, c'est très différent. Ils m'envoient leur femme, figurez-vous. Ils m'envoient leur épouse. Ils m'envoient leur épouse pour leur thème, pour le thème de l'épouse. Et à la fin de la consultation, l'épouse me dit toujours, et vous avez les données de mon mari? Ah ben, je dis oui, je les ai, bien sûr, hein, avec dans mes Bien sûr. brèves, je vais vous Bien sûr, puis retrouver ça. je m'appelle Didier Gélin, Oui, et j'ai tous les thèmes et, ouais. des personnalités. Et alors il me dit, ça vous embêterait pas de glisser un œil parce que il a pas trop envie de venir vous voir, voilà. Alors j'en ai conclu que les politiques, en fin de compte, étaient très très curieux surtout avant les échéances électorales, bien sûr, mais qui n'osaient pas franchir le pas, que ça paraîtrait un peu bizarre pour leur électorat de voir un astrologue. Alors ils envoient leurs épouses en kamikaze, en quelque sorte. Ouais. Alors bon, ça répond pas tout à fait à votre question, mais ça peut être un petit Non, peu ça c'était drôle. plutôt la question et l'anecdote peut-être, mais je Ah prends oui, quand mais même, ça, non, mais je prends quand même cette réponse, à moins que vous oui. ayez une autre anecdote, sinon je passe à la Oh, question suivante. les anecdotes, j'en ai, oui, ça j'en ai. J'en ai même de nombreuses. Vous Ouais. voulez que je vous en raconte une? Ah oui, je veux Alors, bien. oui, j'ai pas beaucoup d'amitié, disons, régulière chez les astrologues, à part mon premier maître Jacques Berton, à part André Barbeau et les proches d'André, Yves Lenoble aussi. Ah, puis ici, Fabrice Pascot, qui est un grand astrologue et un ami très proche. Mais toutefois, euh, euh, un confrère m'envoie une cliente. Elle me dit, je suis désolé, je peux pas prendre une personne que je connais pas parce que je serai pas à Paris, veux-tu la prendre à ma place? Je dis bien sûr, je te remercie. La femme arrive, j'avais monté son thème évidemment avant, et je lui enlève son manteau, je le mets sur un cintre, et puis en même temps, pour détendre l'atmosphère, je lui dis, bah écoutez, vous devez vous amuser un peu, vous êtes toujours en voyage, vous êtes toujours entre des mâles. Elle me dit, mais comment vous savez ça? Mais elle avait pas l'air d'être contente, hein. Je lui dis, je sais ça parce que c'est vos astralités qui parlent, hein. Je me souviens, elle avait Mercure Lune en maison 9, Mercure, principe de mobilité, en maison 9 lié au voyage. Je crois que ça se passait en Sagittaire, enfin, il y avait des choses comme ça. Et puis, il y avait un Jupiter aussi qui était là. Et puis, je lui dis, mais c'est des voyages quand même, c'est pas improvisé, c'est organisé, Jupiter, c'est confortable. Alors, je la voyais pas lycée, hein. Et je lui dis, asseyez-vous. Elle me dit, mais vous me connaissez? Je lui dis, bon, je ne me connais pas. D'abord, vous m'avez même pas téléphoné, c'est ma collègue qui vous connaît pas plus que moi. Elle me dit, monsieur, je suis la personne des voyages officiels du Premier ministre, qui s'occupe des voyages, qui voyage, oui. Et crois-moi qu'après, je pouvais tout lui raconter, elle m'aurait cru sur parole. Elle était bouche bée. Mais c'est une anecdote qui est drôle, mais quelquefois, on tombe juste directement, quelquefois, on tâtonne, hein. Bah oui. C'est comme ça, hein. Il y a peut-être non, là, c'était vraiment le thème qui l'indiquait, mais quelquefois, il y a une part d'intuition qui joue, hein, quand même. Oui. Mais là, c'est sidérant, parce que comme une consultation commence comme ça, c'est gagné jusqu'à la fin, hein. Voilà. Ok, merci beaucoup Didier pour cette anecdote. Est-ce qu'il y aurait un livre qui vous aurait particulièrement marqué pendant votre parcours d'astrologue? Alors, vous en avez déjà évoqué quelques-uns, mais est-ce qu'on peut... Je vais te répondre franchement. Oui. Il y en a pas, ou plutôt il y en a pas, hein. Il y en a 2 ou 3.
Oui, OK. C'est parti pour 2 ou Alors, 3. incontournable, le traité pratique d'astrologie d'André Barbeau. Incontournable. Je ne conçois pas qu'on puisse faire de l'astrologie actuellement sans avoir une bonne connaissance de ce traité. André ne l'aimait pas. Hein. André me parlait souvent de ce livre. C'était pas son préféré. Ah oui? Mais oui, non, il l'aimait pas. Sans doute aurait-il voulu le faire mieux encore. Hein. D'accord. Mais pour moi, c'est indispensable. Un autre livre fondamental, s'il y en avait qu'un, ce serait peut-être celui-là, L'astrologie du débutant de Claire Sant'Agostini. Claire Sant'Agostini est une immense astrologue. Elle a travaillé beaucoup avec André Barbeau dans les, je crois, dans les années 60, 50, 60, 70 peut-être. L'astrologie du débutant est un livre formidable qui dit tout sur les planètes, sur les signes, sur les maisons, sur les aspects. Tiens, elle donne une définition de Saturne qui me semble dire, on ne peut pas dire mieux. De Saturne, elle dit force de construction de l'être humain par renoncement à ce qui est devenu insuffisant et fixation à l'essentiel nécessaire. Tout est dit. Rejet du superflu et fixation à l'essentiel. Et tout est dit en 4 lignes. Hein. Alors, l'astrologie du débutant, c'est un livre incontournable. Et puis, je dirais un troisième qui m'a amené beaucoup de choses, c'est l'astrologie selon Morin de Villefranche de Hierose. Morin de Villefranche était l'astrologue qui était présent à la naissance de Louis XIV, hein, en 1638, et il était sur les terrasses du château de Saint-Germain-en-Laye, et il a monté le thème de ce qui allait devenir le roi Soleil, et il a écrit l'Astrologica Gallica. Malheureusement, cette Astrologica Gallica, où il résume tout son savoir d'astrologue, malheureusement, il l'a écrite en latin et il y a eu quelques traductions, dont celle de Hierose, et c'est fondamental. C'est fondamental de revenir à Morin de Villefranche, qui n'était pas qu'astrologue, qui était mathématicien, qui a travaillé beaucoup sur les longitudes et les latitudes, et qui était plein de choses. C'était un espèce de pic de la Mirandole français. Et c'est incontournable. Hein. Si vous trouvez en occasion, on n'y trouve qu'en occasion maintenant, l'astrologie suivant, selon Morin de Villefranche, est un livre indispensable. Il y en a bien d'autres, mais vous savez, ces 3-là, incontournables. Hein. Super. Voilà. Merci beaucoup Didier pour ces recommandations. Est-ce que vous accepteriez de nous raconter une erreur que vous avez faite à vos débuts, ou pas, ou plus tard, on peut tous faire encore des erreurs, et dont vous avez tiré un enseignement qu'il serait intéressant de partager aux débutants? Vous savez, des erreurs, on n'en fait pas qu'au début. Hein. Oui. On en fait tout le temps, hein. Mais le principal, c'est d'en faire le moins possible. Non, c'est encore un petit peu dans le même sens, c'est pas tout à fait... ça répond pas tout à fait à la question, mais lors de ma première consultation payante en tant que professionnel, j'étais un petit peu anxieux et la veille, j'avais travaillé le thème énormément et j'avais été jusqu'à étudier les degrés monomères de Jean d'Uz, qui s'appelait en réalité Jeanne d'Uzéa. Elle avait écrit un livre sur les degrés monomères.
Et à cette cliente qui habitait à Meaux, j'étais prof d'astrologie à Meaux à l'époque, je lui dis, vous savez, votre mari a un ascendant sur un degré monomère qui représente un bureau devant une baie vitrée où on voit un parc avec des grands arbres. Sur le bureau, il y a un parchemin, il y a une plume d'oie. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Mais elle me dit, mais c'est mon mari. C'est mon mari, il est journaliste. Il a son bureau devant une baie vitrée, devant un parc, et il y a toujours son stylo, son bloc-notes. C'est exactement la description. Je lui dis, là, son ascendant là. Ah, moi, je me dis, les degrés monomères, c'est quelque chose d'inimaginable. C'est formidable. Je les ai remontés 3000 fois après. Jamais c'est tombé bon. C'est pas vrai. Ouais. Jamais. Alors c'est pour ça que je dis qu'il faut être très prudent. Ah ouais, c'est incroyable. C'est pas parce qu'un truc marche une fois que ça va marcher toujours. Ah ouais, ça c'est intéressant, hein. Un peu hors sujet, juste après mon bac, le lendemain ou le surlendemain, je vais au casino de Deauville, mon père doit me donner l'équivalent de 20 €, un truc comme ça, pas grand-chose. Ouais. Je vais au casino, je vais à la roulette, je donne 20 €, on me donne un jeton, je le lance sur le tapis en demandant monnaie. Le mec, il n'entend pas. Mon jeton de 20 €, ma fortune, tombe sur un numéro, il sort. Oh 36 fois la mise. mais non. Oh. Eh ben, ouais, 36 fois la mise. Et il n'est jamais ressorti. Il n'est jamais ressorti après. Ah. J'y suis retourné plusieurs fois au casino, mais jamais ça a été pareil. Oh, Alors, incroyable. il faut quand même il faut pas dire, ah, vous savez, j'ai monté un thème, il y avait ceci en telle maison, ça a marché. Non, il faut une répétition de cas. Hein, oui, hein. Très bien. Merci beaucoup, Didier, pour ce conseil plein de sagesse. Ouais. Alors, grande question. Vous êtes prêts pour Oui, cette grande question? Là, je crois deviner. Oui. Par quel fil vous commencez à tirer un thème? Ouais. Alors, je vais être extrêmement décevant pour vous répondre, parce que je crois qu'il n'y a pas de recette miracle et que chaque thème impose ou implique une approche différente. Si vraiment on est en panne de tout, peut-être entrer par le thème Soleil-Lune, maître d'ascendant. Ça peut sauver les dégâts. Soleil, Lune, alors on signe en maison, en aspect, les maîtres d'ascendant. Mais en vérité, chaque thème implique une méthode qui est propre à ce thème spécifique qu'on a devant les yeux. Alors, cette méthode, pour moi, il n'y en a pas 36. C'est essayer de trouver la dominante ou les dominantes du thème. Elles sont nombreuses, c'est là où c'est compliqué. Il y a la dominante céleste, c'est-à-dire quel est le signe ou quels sont les signes qui prédominent dans le thème, en puissance, en force, en qualité. Alors, évidemment, il y a des barèmes pour ça. Il est certain qu'un luminaire ou un maître d'ascendant va donner plus de puissance, ou une rapide même, au signe qu'une planète lente qui va rester des années dans un signe. Pluton peut rester 20 ans, Neptune peut reste 14 ans, Uranus, non, 28 ans, Uranus 14 ans, Saturne 2 ans et demi dans un signe. C'est pas très spécifique. Avoir Jupiter en signe, tous les gens nés pendant un an ont su Jupiter en signe. Alors que les rapides, évidemment, particularisent beaucoup plus le signe en question.
Alors, mais il y a la dominante terrestre, c'est la dominante en maison, même principe. Il y a la dominante en aspect. Quel est l'aspect dominant du thème? Alors, bien sûr, un aspect qui sera angulaire, qui comportera un luminaire, soleil ou lune, ou un maître descendant, ou les deux à la fois. Par exemple, un soleil angulaire qui serait opposé à un maître d'ascendant. Ben alors là, il y a l'angularité, il y a le fait qu'il soit soleil, il y a le fait qu'il y ait en plus le maître d'ascendant. Alors, trouver l'aspect ou les aspects dominants du thème. Moi, je conseille à mes élèves toujours de marquer tous les aspects avec des orbes bien quand même resserrés pour pas qu'il y en ait trop. De les marquer tous, mais d'effacer les aspects qui sont pas importants. Ou alors les laisser en un trait de crayon extrêmement ténu. Par contre, les aspects importants, ne pas avoir peur de souligner, de les mettre en très gras pour voir quelle est vraiment l'architecture du thème. Et puis alors, il y a la dominante élémentale qui est fondamentale. Quel est l'élément? Est-ce que ça va être le feu, la terre, l'eau, l'air qui va marquer le thème? Parce qu'en fonction de la dominante élémentale, on va avoir des analogies qui vont se créer pour déterminer le tempérament. Le feu lié au bilieux, l'air lié au sanguin, la terre liée au nerveux, le lymphatique lié à l'eau, et puis les mixotypes, les types mixtes, qui seront liés à la qualité élémentale. C'est très complexe. Alors, bien cerner les dominantes en signe, en maison, en aspect, en éléments, et ensuite faire une synthèse de tout ça. J'ai dit toujours que l'astrologue, ça doit être quelqu'un qui arrive à décortiquer un thème, mais qui arrive à remonter les pièces essentielles. C'est-à-dire qu'il faut un esprit d'analyse, mais il faut en même temps un esprit de synthèse. Alors là, on le retrouve un petit peu, j'espère, dans mon thème, qui fait que je suis peut-être pas nul en astrologie, c'est que l'analyse avec Mercure Vierge et Mercure en Vierge, la Vierge en général, et puis un Saturne angulaire, il y a quand même là le côté analytique et analyse intellectuelle. Et puis avec Neptune et le Lion, il y a un côté très synthétique, et Jupiter qui englobe aussi. Alors, il faut faire un aller-retour entre l'analyse et la synthèse. C'est ce que Claire Sant'Agostini appelait l'astrologie globale. Hein, c'est pas facile, mais c'est à mon avis la seule façon de faire une astrologie qui tienne la route. Ok, ben, merci beaucoup pour cette réponse, Didier. Alors, je vais quand même te dire une chose, c'est comme on tient le petit bout de laine, le petit bout qui dépasse, le petit bout de laine qui dépasse, il faut tirer dessus pour détricoter tout l'ensemble. Hein. Peu importe que le bout de laine, si ça soit le bon ou le mauvais, il faut tirer dessus, et puis le reste se met en ordre après. Hein. Le mieux, c'est d'avoir directement le bon bout de laine. Ah bah oui. Il y a peut-être une chose qui serait intéressante pour les techniciens, c'est d'avancer la notion de chaîne planétaire. Oui. Parce que il y a d'abord la hiérarchisation en puissance de toutes les planètes, c'est-à-dire de trouver quelle est la planète ou les planètes qui dominent un thème, mais ensuite il y a la notion de chaîne planétaire, c'est-à-dire celle qui est tractrice,
celle qui entraîne toutes les autres, comme une locomotive peut entraîner le premier wagon, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et alors moi, j'aurais pu t'en parler au moment de mon thème, mais la planète qui est tractrice, c'est Mercure en Vierge. Parce que mon Mercure en Vierge est maître de Mars en Vierge et du Soleil, qui, Mars, est maître de l'ascendant, et pour le Soleil, qui est maître de Vénus, qui elle-même est maître de Jupiter et de Saturne, qui elle-même est maître en wagon de queue, en tout petit, de la Lune. C'est donc, en fin de compte, Mercure qui entraîne tout le convoi. Alors, tu sais, moi, je suis un paysan un peu. Enfin, je dis ça, mais c'est pas vrai. Mon grand-père était éleveur de chevaux. Mais j'aime bien les choses quand même concrètes. C'est pour ça que j'ai plus de difficultés avec les points fictifs en astrologie. Mais parlons concret. La planète tractrice, celle qui entraîne tout le convoi, si en puissance, c'est la planète dominante, ben elle entraîne tout l'ensemble. Mais si la planète tractrice est une qui n'entraîne presque rien ou rien, eh ben c'est comme si une deux chevaux Citroën devrait tirer un poids lourd de 28 tonnes, hein, tu vois. Je crois que c'est à prendre en considération, ça. Oui, juste pour clarifier, à un moment vous dites si elle n'entraîne rien, parce que là Mercure, elle tracte parce qu'elle est maîtresse de beaucoup de planètes, mais dans quel cas elle est maîtresse de tout. Oui. Elle est maîtresse de Mars et du Soleil, et Mars et Soleil entraînent tout le reste, tout le septénaire au moins. Mais dans quel cas une planète qui tracte la chaîne planétaire, entre guillemets, je sais pas si on dit ça comme ça, ne pourrait être une deux chevaux vs une voiture puissante? Ah ben, si la planète tractrice est la dominante du thème, oui, c'est-à-dire si elle est une Ferrari, eh ben elle va mettre une énergie folle à tirer tout le train de wagon. Oui. Mais si elle est faiblarde, eh ben, il y aura quelque part des transmissions qui seront très difficiles entre planètes. D'accord. Mais dans quel cas elle pourrait être faiblarde si elle, en termes d'aspect, avec les autres... si elle pèse, si elle est loin d'être la dominante, si elle est en queue de peloton dans les dominantes. Ah oui, parce que ça peut être possible d'avoir une planète tractrice dans la chaîne qui ne soit pas une planète dominante. Parce que pour moi, selon moi, dans la... D'accord, ok. Absolument. Le fait d'être tractrice ou pas tractrice n'a rien à voir avec la force des forces planétaires. Tu peux avoir une planète tractrice qui soit la dominante ou une codominante, mais tu peux avoir une planète tractrice qui ne tracte rien, comme ma Lune à moi. Elle est angulaire, mais elle ne tracte rien. Il n'y a rien en Cancer. Elle tracte un peu en Taureau par exaltation, mais enfin, c'est des broutilles. Oui. Alors, je crois que c'est à prendre en considération, ça. Oui. Je trouve que la chaîne planétaire est à chaque fois très... Oui, je trouve qu'elle vient raconter des choses du thème d'une manière un peu différente. Et puis, pour les gens qui aiment, le concret, c'est clair. Oui. Et alors, c'est quelquefois pas très facile parce que quelquefois, il n'y a pas une seule chaîne planétaire. Oui, tout à fait. Quelquefois, il y a deux chaînes planétaires. Il peut même y en avoir trois. Oui. Hein, alors, c'est bien intéressant, ça, d'étudier tous les cas de figure. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'à ce sujet, vous auriez des lectures sur les chaînes planétaires? Quel auteur a... Je crois qu'il n'y a rien. Non. Je crois qu'il n'y a rien. Je dis toujours à mes fidèles, j'ai des fidèles depuis 30 ans comme ça dans mes réunions, je leur dis toujours, mais écrivez un livre, vous êtes abonnés à mes brèves, vous avez des tas d'exemples concrets. Pour vous qui vous intéressez à la lune noire, prenez la lune noire en signe, en maison, en aspect, vous avez des exemples foncés, faites des tests, faites de l'expérimentation. André Barbeau a passé sa vie à expérimenter. Hein.
La philosophie de l'astrologie, c'est bien, mais je dis toujours que la bonne astrologie, c'est celle qui a une bonne philosophie ou théorie qui est Oui, confirmée par la pratique. Si elle a philosophique mais que la pratique ne suit pas, ça vaut rien. André me le disait aussi. Comme il me disait, moi, si je monte un client, le thème d'un client, et que sur mon thème, je détermine que c'est un Saturnien, euh, fin mince, architecturé, hein, les os un peu saillants, un peu introverti, puis que je vois arriver un bonhomme joufflu, l'œil vif et grillard, les lèvres gourmandes, eh ben, je me dis, c'est moi qui me suis trompé dans le thème, ou le thème, où il m'a donné une mauvaise heure, hein, ou un mauvais thème. Mais il faut pas que le désir de l'astrologue prime la réalité du client, hein. oui, Il faut, sinon on est dans l'histoire de Fernand Reynaud, du tailleur, qui fait une mauvaise coupe et qui demande à son client de se courber pour que oui, se tordre, de se disloquer pour que l'homme rentre dans le tailleur. L'astrologue, il doit être humble un peu, hein, quand même, oui, tout hein. à fait. Merci pour cette image. Alors, Didier, question suivante, et je me doute un petit peu de la réponse, mais vous pourriez me surprendre. Si vous aviez en votre possession un carton d'invitation magique qui vous permette de recevoir chez vous le temps d'une soirée n'importe quel astrologue, qu'il soit décédé ou vivant, à qui l'enverriez-vous? Cette question est difficile parce que j'en ai deux. Ah ben allez, c'est parti, vous avez le droit Alors, à deux. j'ai André Barbeau, évidemment. Euh, non pas pour parler d'astrologie avec lui, mais pour se revoir et puis trinquer une dernière fois le champagne. Oui. Le champagne que j'avais l'habitude de trinquer bien souvent chez lui. J'ai jamais trop parlé d'astrologie avec André. Ah oui? Il me considérait un peu comme un fils adoptif, ainsi que Fabrice Pasco. On était ses deux préférés. Mais Fabrice arrivait à parler d'astrologie avec moi, d'astrologie avec lui. Moi, un peu, il avait souvent d'autres conversations. Il me parlait des oiseaux, il me parlait des plantes, il me parlait de la campagne, il me parlait de la couleur de l'œuf des mésanges ou des merles. Enfin, il avait dû sentir chez moi la part, euh, la part du Didier qui parle aux arbres. Euh, les arbres me parlent et je parle aux arbres, on se comprend. Oui. J'ai une affinité, une complicité avec le monde végétal, enfin avec la vie, tout ce qui est vivant, mais le monde végétal particulièrement. Il avait dû sentir ça. Alors on parlait cuisine, on parlait plus que vraiment d'astrologie. Je lui posais quand même quelquefois des questions, et mes questions étaient assez précises. C'était en particulier la domification. Je me suis toujours interrogé sur la meilleure domification. Euh, il n'a jamais été capable de me répondre. Ah oui? Il m'a dit non. Il m'a dit, écoute, c'est un sujet, euh, moi j'emploie Placide parce que les, les imprimeurs et les éditeurs emploient Placide, alors je rentre dans leur système par commodité. Mais il m'a toujours dit, je suis loin de croire que ça soit la bonne méthode. Hmm. Mais ceci dit, il m'a aussi dit, oh, tu sais, comme tu parles de la domification aux astrologues, c'est un peu comme parler du Big Bang à un astrophysicien. Alors, voilà sa réponse. Enfin, je lui posais des petites questions comme ça, mais c'était pas le courant de nos conversations, hein. On parlait de plein d'autres choses, mais en Ok. particulier d'histoire. Alors, le deuxième personnage, c'est Morin de Villefranche. Ah, Mais c'est un peu prétentieux de ma part, parce que Morin de Villefranche, astrologue royal, venir tout est rendre possible. visite à, Ah, si, rendre si. visite
à un homme qu'on appelle le Duc Rouge, mais enfin quand même, Oui, c'est quand vrai que c'est même. votre nom. Ouais. Mais j'aimerais bien avoir Morin de Villefranche et lui poser des questions sur sa pratique astrologique qui était quand même époustouflante, hein. Voilà ce que je... Ok, bah avec ça, avec ces deux cartons envoyés, je suis sûre que vous passerez une excellente soirée, Didier. Ok. Alors, si vous pouviez laisser ici une question à l'astrologue que je vais interviewer après vous, ce serait laquelle? Ah, je crois qu'en fin de compte, je vais poser à mon successeur ou à ma successrice Oui. cette question. Pensez-vous qu'on puisse escamoter ou passer outre la recherche de la dominante ou des dominantes d'un thème dans l'étude d'un thème astrologique? Ok. Pour moi, la recherche de la dominante est fondamentale et passer outre, ça me semble très très difficile. Oui, je pense aussi. Ok, bon bah je ferai parler cette personne sur les dominantes alors. Ok. Ça me Ça, plairait bien. et ben ça marche. Le message sera passé. Alors maintenant, je vais vous poser, Didier, la question que l'astrologue qui vous a précédé vous a laissée. Alors pour ça, je vais juste changer l'écran pour vous la diffuser. Donc il s'agit de Catherine Aubier. Vous vous connaissez? Ah oui, on se connaît. Ok. On se connaît. On se connaît pas bien, mais on s'est rencontrés sur un plateau de télévision. Oui. Bon. Et j'étais un peu mort de peur. J'aime pas beaucoup ça. J'aime pas beaucoup les gros médias comme ça. Et elle m'avait sécurisé. J'aime bien Catherine. Elle a Ah, écrit des très bons livres d'ailleurs. oui. Ok. Bon, ben je vous laisse écouter sa question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir très mal à l'aise ou d'avoir peur face à un thème? Bien sûr, ça m'est arrivé. D'avoir peur, peut-être pas, parce que je pense que dans la multitude d'aspects ou dans les quelques aspects importants, dominants qui restent, il y a toujours une porte de sortie possible. Il y a toujours au bout de tunnels ou même de très longs tunnels, il y a toujours une petite étoile, une petite sortie de tunnel et le tout c'est de la trouver. D'avoir peur, non, mais on n'est jamais à l'aise devant un thème. La première qualité d'un astrologue, je pense, devrait être d'abord l'humilité. Euh, un thème, c'est beaucoup de choses, mais il faut être extrêmement prudent avant de l'interpréter. Je crois que la première qualité d'un astrologue, c'est justement la prudence. Et puis, une vision quand même optimiste des choses. C'est quand même très rare. J'ai vu une fois un thème où il n'y avait pas de porte de sortie. Ah oui. Aucune. Tout était fermé. Mhm. Et c'était quelqu'un qui m'a mis ce thème-là, mais à titre d'exemple, comme ça. Et je lui ai demandé, mais qui est cette... Et il m'a dit, c'est un bébé qui est mort, qui n'a pas pu naître, qui est Ah, mort-né. ok. Et oui, mais je pense qu'en général, il y a toujours une porte de sortie. Le tout, c'est d'abord de la trouver, mais ensuite que la personne en fasse quelque chose, hein. Hmm. C'est pas le tout de la trouver, il faut encore que la personne puisse l'exploiter. Euh, dans un thème, il y a évidemment les forces du conscient, ce qu'on peut appeler le moi aussi, enfin le conscient et puis l'idéal du moi.
Et puis, il y a toutes les forces de l'inconscient. Alors, c'est d'arriver à discipliner toutes les forces de l'inconscient, les discipliner ou soit de les réprimer, mais ou de les utiliser, de compenser, de faire quelque chose qui a un débouché soit artistique, soit social, mais d'en faire quelque chose. Hein. Alors, le tout, c'est d'aider le client, d'aider le patient, d'aider la personne, en tous les cas, le mieux qu'on peut. Mais avec beaucoup de prudence et surtout pas de certitude toute faite à l'emporte-pièce. J'espère avoir répondu à peu près. Bah oui, mais je pense. Ça m'étonne pas que Madame Aubier m'ait posé une question comme ça, parce que c'est fondamental. Hein. C'est une belle question. Voilà. Ok. Je crois que c'est une native du Lion. Je ne suis pas sûr, mais je crois. Catherine est ascendant Lion et elle est Scorpion. Ah, c'est ça. Là. Ah oui, mais elle a une part de Lion. Ouais, ah oui, elle a un soleil maître d'ascendant Lion. Elle est ascendant Lion. Oui, elle a un soleil maître d'ascendant Scorpion. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà. Ah, ses écrits et ses prestations sont belles, Catherine. Je l'ai entendu l'autre jour. Je ne vais jamais au débat où je vis en retrait dans ma campagne sur mon balcon. Oui. Mais j'ai quand même écouté parce que Marc Brun m'a envoyé le lien, donc j'avais qu'à cliquer sur le lien pour la voir, et je suis tombé sur Catherine Oviedo et j'ai trouvé qu'elle avait une façon magistrale, pédagogique, claire de s'exprimer, et je me suis tout à fait retrouvé comme ça en elle. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà. Ok, bah, le message sera passé. Ouais. Bon, mais Didier, on arrive à la fin de cette interview. Un grand merci pour le temps que vous y avez consacré. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Alors, pour les gens qui veulent vous retrouver, je crois savoir que régulièrement le dimanche, vous êtes à Paris pour animer des petits groupes. Est-ce que vous voulez en dire un petit mot pour les personnes que ça intéresserait? Ah oui, alors figurez-vous que je fais depuis 30 ans des séances qu'on appelle Astro-Liberté. Le nom d'Astro-Liberté a été donné par monsieur André Brère, qui était patron des éditions traditionnelles et qui consiste ces réunions à se réunir en toute liberté d'interprétation et d'interpréter précisément, collectivement, des thèmes en aveugle. Alors chaque semaine, depuis 30 ans, je dois être à ma 1200e réunion. J'arrive avec 2 ou 3 thèmes dont on interprète la figure en aveugle. Ça a lieu à la Bastille, dans une brasserie qui s'appelle Les Associés, qui se trouve face au port de l'Arsenal, en présence du beau génie de la Bastille, sur cette colonne, là, en milieu de place, et côté opéra. Alors, rive côté opéra, en face le port, mais rive côté opéra. Hein. Et on se penche sur des thèmes extrêmement différents, qui peuvent être des artistes, des peintres, des musiciens, des politiques, des criminels, ouais. des saints, des gens qui ont marqué, des scientifiques aussi. Voilà. Ok, et génial. Et donc, pour y participer, on vous envoie un petit mail. Comment ça se passe? Alors, on peut venir sans m'envoyer de mail, mais le mieux, ce serait quand même de prévenir. Bah oui, c'est la moindre des choses. Bah, moi, je vais vous dire pourquoi. C'est tout simplement pour que j'arrive avec autant de thèmes imprimés que de participants. Oui. Bon, je sais à peu près jauger. En général, on est une dizaine. Hein. Oui. Mais d'un seul coup, il peut en arriver 25. Et là, je vais quand même démuni pour l'impression de mes thèmes à l'improviste. Car je viens quand même
de Normandie chaque dimanche, c'est-à-dire de 200 kilomètres, et j'ai pas mon imprimante avec moi. Voilà. Ok, donc on vous envoie un mail. Vous pouvez redonner votre mail? Gélin, G-E-S-L-A-I-N, Didier attaché, gélindidier, @gmail.com. Ok, mais c'est noté. Merci beaucoup Didier. Un grand merci, à très bientôt. Merci Domiti, merci.